Bonjour à tous, Cyril Ravili. Je vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux à cette présentation. On va peut-être attendre 2-3 minutes que l'ensemble des inscrits nous rejoignent. En attendant, je vais vous montrer le sommaire et vous expliquer effectivement comment ça va fonctionner. L'idée, effectivement, est d'entrer dans le détail et le bilan des transactions M&A de l'année. On fera aussi un petit sondage pour savoir ce qui vous intéresse le plus et pour pouvoir aussi orienter la discussion et les commentaires sur l'année 2020 et les perspectives actuelles en fonction de vos besoins. Et puis, on laissera une grande place aux questions-réponses, en sachant que l'idée, c'est quand même d'avoir un processus le plus interactif possible. Et dans ce contexte, je répondrai en direct à la fin à vos questions. Et si on n'a pas le temps de les traiter toutes, eh ben, nous y répondrons par écrit d'ici ce soir à chacun d'entre vous. Voilà. Donc effectivement, ça commence à arriver peut-être dans ce contexte. Autant se présenter. Alors, pour que les derniers retardataires aient le temps d'arriver. Donc, juste, je me présente, Cyril Ravili. J'ai travaillé 5 ans dans une banque d'affaires chez Lazare. Et après, j'ai été directeur des fusions-acquisitions du groupe Thales également pendant 5 années. Après, j'ai basculé dans l'opérationnel en étant en charge des activités service naval de Thales. Puis après, comme président du directoire de DCNLog, qui était la filiale service à l'export de Naval Group. Et depuis 10 ans, je suis à la tête de Financière Cincinnatus, qui est un acteur spécialisé dans les domaines aéronautiques et défense. Juste à titre d'information, j'ai réalisé plus de 100 transactions dans le secteur depuis le début. Voilà. Sinon, en quelques mots aussi, j'ai un cursus Sciences Po et SEC et j'ai été professeur de fusion-acquisition à Sciences Po également. Peut-être que Ambroise, tu peux également te présenter, en sachant qu'Ambroise nous a rejoint en tant qu'analyste financier depuis janvier 2021. Il est spécialisé sur les questions de valorisation. Bonjour à tous, oui, donc merci Cyril. J'ai rejoint Cyril il y a maintenant quelques mois, donc début janvier. Je suis passé tout d'abord par l'université de Southampton-Solent, du coup j'ai été diplômé en commerce et gestion internationale. Et puis par la suite, j'ai décidé de faire un master spécialisé dans les finances d'entreprise à la Schema Business School. Et voilà, et aujourd'hui j'ai rejoint Cyril où je travaille en tant qu'analyste M&A. Merci Ambroise. Avant de commencer également, puisqu'il reste encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, juste présenter en 2 mots notre structure Financière Cincinnatus. On a l'avantage d'être membre d'Aerospace Valley et de travailler avec beaucoup d'entreprises de la région. Vous les voyez parmi les références. Là, il s'agit des références des clients avec lesquels on a travaillé au cours des 3 dernières années. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont à la fois en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et par ailleurs, on a la chance de bénéficier de la confiance d'un grand nombre de maîtres d'œuvre, que ce soit Airbus, Thales, Safran, Dassault. Mais on travaille aussi énormément avec un certain nombre de petites entreprises et de PME qui vont jusqu'à 3 à 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a un panel très large de sociétés avec lesquelles on travaille. Bon, je pense que désormais, on peut commencer la présentation en tant que telle et revenir. Je vais revenir sur effectivement au sondage. Donc, on va vous communiquer un sondage pour bien comprendre ce qui vous intéresse. Et là, vous pouvez répondre
à un ou deux choix sur ce sondage et ça permettra d'aiguiller la discussion et l'analyse des éléments statistiques qu'on va regarder ultérieurement. Est-ce qu'on peut lancer le sondage? Merci beaucoup. Je vais vous laisser le temps à la fois de lire les questions et de prendre le temps d'y répondre. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, c'est à savoir parler des opérations de cession, parler des opérations d'acquisition, voir les opérations de reprise par des salariés, savoir si vous êtes plutôt intéressé sur les questions d'augmentation de capital. Donc n'hésitez pas à vous exprimer sur ces questions. Je vous laisse le temps de bien lire et de vous exprimer. On va bientôt arriver à la fin. Je vous remercie les retardataires de ne pas hésiter à vous exprimer. Bon, bah, c'est parfait, merci. Je pense que désormais, on peut clôturer ce sondage et voir les résultats. Alors, effectivement, si je regarde les résultats, vous êtes à 57% à être intéressé par les acquisitions de sociétés, 14% par les cessions et très peu d'entre vous intéressés par les augmentations de capital. Bon, bah, c'est très intéressant. Merci de ces retours à tous. Donc, ça va nous permettre de mieux aiguiller la discussion. Si on, oups, pardon, un petit loupé, voilà. Si on parle des opérations de fusion-acquisition dans le domaine aéronautique et défense, vous connaissez bien ces secteurs, vous voyez que c'est des opérations un peu sensibles et qui sont un peu plus sensibles que d'acheter une société, je dis n'importe quoi, qui fabriquerait des yaourts. J'ai rien contre les fabricants de yaourts, mais effectivement, il y a un certain nombre de spécificités dans le domaine de la défense notamment, qui font que c'est des opérations assez complexes. Et donc, en l'occurrence, vous connaissez toutes les réglementations ITAR, on a vu toutes les autorisations d'export, tout ce qui a trait à la convention OCDE. Et la même chose dans l'aéronautique. Effectivement, il y a un certain nombre de spécificités métiers, et notamment les certifications, les agréments. Donc, ça fait que ces opérations sont quand même assez particulières et nécessitent une attention particulière. On l'a vu dans l'actualité en 2020, puisque on a vu qu'en 2020, il y a eu des enjeux de souveraineté qui ont été notables. Tout le monde est au courant de l'opération, du rôle de l'État sur l'opération Photonis, où Ardian souhaitait vendre à l'opérateur américain Teledyne et a été empêché. Et pour la première fois, le gouvernement a mis son veto à une opération d'acquisition par un acteur étranger. On a vu également qu'il y avait un accord sur la reprise de l'ATCOR également dans l'aéronautique, mais qu'il y a eu effectivement de vifs débats sur ces questions-là. Et donc l'année 2020 est une année qui a vu un vrai tournant sur la prise en compte des investissements étrangers en France et d'une vraie intervention étatique et d'un vrai débat national, on peut même le dire. On peut dire que c'est intervenu en direct dans le cas de Photonis, mais on voit aussi que c'est intervenu un peu en amont sur un certain nombre d'opérations d'augmentation de capital qui étaient assez sensibles sur, par exemple, des sociétés comme EarthCube, aujourd'hui Preligence et Lincorius, qui auraient souhaité faire des augmentations de capital auprès d'acteurs étrangers, notamment américains, notamment In-Q-Tel, et que ces opérations ont été refusées implicitement par l'État français et avec des recherches de solutions typiquement françaises. Cette montée en puissance des enjeux de souveraineté, on l'a vu aussi avec le démarrage des fonds spécialisés dans l'aéronautique et la défense. Et on a vu 2020 a été la création d'un premier fonds avec un tel volume qui était ACE Aéropartenaires, avec dans un premier temps 500 millions d'euros qui ont été levés.
et avec un objectif de lever 1 milliard d'euros. Il y a des Finvest qui existent effectivement depuis 2-3 ans, mais il y a eu également des Finov avec 200 millions d'euros. Donc effectivement, il y a eu la prise en compte d'un besoin d'avoir des fonds spécialisés qui aujourd'hui existent énormément aux États-Unis. On a plus d'une dizaine de fonds spécialisés aéronautique défense aux États-Unis, et en France, on n'avait que Ace Management, mais qui était sur des tout petits volumes. Et donc, c'est cette montée en puissance de fonds spécialisés. Et par ailleurs, on sait qu'il va y avoir, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui souhaitent monter des fonds spécialisés défense, côté privé également. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement à maturité, mais je pense que ça va émerger en 2021. On aura au moins un fonds défense privé en private equity qui sera spécialisé défense au cours de l'année 2021. Et puis l'autre élément qui était important dans l'année, effectivement, et ça nous a tous marqué, c'était l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid, et on en reparlera un peu après pour voir l'impact que ça a eu sur les transactions. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, sur le nombre de transactions qu'il y a eu en 2020 et l'évolution dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que cet indicateur, c'est un indicateur que nous suivons au sein de Financière Cincinnatus depuis 10 ans et qui est à méthode constante. Donc, moi, je suis très, très confiant sur les chiffres. C'est sur la base de l'ensemble des transactions publiques ou que nous connaissons dans le secteur et qui impliquent une société française au moins et qui réalise au moins 50% de son chiffre d'affaires dans l'aéronautique, la défense ou la sécurité. Et on voit sur ce graphe qu'il y a eu une progression constante du nombre de transactions au cours des dernières années et que l'année 2020, en dépit de la Covid, est restée à un niveau très élevé puisqu'on était à 36 transactions dans l'année, ce qui fait plus de 3 transactions par mois. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu une baisse assez sensible de l'aéronautique. On voit qu'on était sur les années précédentes plutôt à près de 60% des transactions qui étaient dans le domaine aéronautique. Et on voit qu'effectivement, compte tenu de l'impact de la Covid, ce ratio a significativement baissé pour atteindre 44% en 2020. En sachant que les autres secteurs, et notamment les secteurs de la défense, ont été très dynamiques et ont compensé une partie de ce déclin, de cette baisse relative. Et par exemple, il est important de noter qu'il y a eu un certain nombre d'opérations dans le spatial qui a connu un vrai dynamisme en 2020. Et il y a eu des secteurs qui ont été également très dynamiques, comme l'intelligence économique et tout ce qui est cybersécurité. Dans le domaine cybersécurité, on ne prend que les opérations qui sont directement dans notre cœur de cible, c'est-à-dire très orientées défense, sécurité publique et aéronautique. Donc au total, on a un secteur qui reste dynamique et qui s'inscrit en forte augmentation par rapport aux tendances passées. Voilà. Alors, quand on analyse quels sont les types d'opérations qu'il y a eu en 2020, on s'aperçoit qu'il y a eu une vraie rupture là par rapport à l'année précédente, où par rapport au passé, on avait énormément d'opérations qui étaient majoritaires, des acquisitions majoritaires, et on voit que en 2020, ce nombre a significativement baissé. Et ça s'explique principalement par un certain nombre d'augmentations de capital, d'opérations minoritaires
Il y a eu un certain nombre d'opérations de financement de start-up. Alors, on en parlait tout à l'heure, par exemple, celle concernant Preligence, mais il y a eu énormément de start-up qui se sont financées, notamment dans le domaine cyber aussi. Il y a eu beaucoup d'augmentation de capital. Et puis, il y a eu quelques recapitalisations. Et par exemple, dans l'aéronautique, on a en tête, par exemple, la recapitalisation qu'il y a eu pour Mecachrome. Donc effectivement, ça augmente le nombre d'opérations minoritaires et ça réduit, toute chose égale, le nombre d'opérations majoritaires. Sur les opérations majoritaires, on aurait pu s'attendre à ce que le nombre de LBO, c'est-à-dire d'opérations avec effet de levier et avec une forte partie d'endettement conduit par les fonds de private equity, baisse compte tenu des difficultés de financement. Et ben, c'est pas le cas. C'est resté assez stable sur la période. Sur l'échantillon, il y en a eu 2 en 2020, et ce qui est à peu près similaire à ce qui s'était vu par le passé, à l'exception de l'année 2018 où il y avait eu un pic de 5 opérations cette année-là, et des opérations principalement dans l'aéronautique. Il faut aussi noter qu'il y a eu très peu d'opérations liées à des opérations de reprise judiciaire, soit de redressement judiciaire et de reprise à l'issue de redressement judiciaire, et que effectivement le PGE a fait qu'il n'y a pas eu plus que les années précédentes de reprise à la barre du tribunal ou d'opérations similaires. Donc effectivement, on a eu une année où il n'y a pas eu ce type d'ajustement. Il n'est pas impossible qu'il y en ait plus en 2021. Si on regarde désormais un peu en détail quelles sont les origines des acquéreurs et les origines des vendeurs, alors on a surtout fait à partir de notre base de données l'origine du côté des acquéreurs. Et on regardera aussi au niveau mondial quels sont les vendeurs. Ça peut être un point de comparaison intéressant. Côté acquéreur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu très peu de mises en bourse et très peu d'opérations boursières. Il y a eu en revanche des sorties en bourse qui ont été importantes, avec 3 opérations de sortie d'acteurs du secteur, ECA, Soditech et Microwave Vision, sur lequel il y a eu des OPAS ou des retraits de la bourse. Dans le même temps, on a eu un nombre de 1/3 par des fonds d'investissement, par du private equity, qui représente grosso modo ce qui se fait depuis historiquement par le passé. On est toujours entre 30 et 35%, donc il n'y a pas de montée en puissance des fonds d'investissement dans le secteur défense. Et donc, on aurait pu se dire, avec les opérations Photonis, est-ce qu'il n'y a pas une réticence des investisseurs financiers à aller dans le secteur de la défense? Ou à l'inverse, est-ce que compte tenu de l'évolution du marché, les fonds ne sont pas en train de prendre une part accrue du marché dans les transactions défense? Ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, le secteur défense est l'un des rares ou aéronautique à avoir des longs backlogs, et c'est souvent intéressant pour les fonds d'investissement d'acquérir dans ces secteurs. Mais on s'aperçoit que sur 2020, il n'y a pas eu d'inflexion de tendance, et effectivement, on a une très forte majorité des opérations qui sont conduites par des industriels. Donc effectivement, on est à 61% en 2020, ce qui est très similaire aux tendances passées. Donc il n'y a pas eu de changement sur le mix des acquéreurs entre fonds d'investissement et acquéreurs industriels. Si on regarde du côté des vendeurs, quels sont les vendeurs dans le secteur aéronautique défense? Là, on va prendre une base qui est un peu plus large puisque c'est une base mondiale. C'est un rapport d'une boutique spécialisée mais qui porte sur l'ensemble du monde, et qui montre que l'essentiel, enfin la majorité des transactions sont réalisées par les fondateurs, 42%. Donc les gens qui cèdent leur boîte après l'avoir créée. Ceux qui sont, il est aussi intéressant de noter que le private equity correspond à 18%. Donc effectivement, on est toujours dans une phase de montée. Il y a à peu près
un tiers des acquisitions qui se font par des fonds, mais il n'y a que 20% des cessions qui se font par des fonds. Autre élément intéressant, et là on voit qu'on est aux États-Unis, il y a un certain nombre de sorties de vendeurs qui se font par la bourse. Et puis, il est intéressant de noter que les entreprises qui vendent ne sont que 24%. Donc, les grosses entreprises sont plutôt acheteuses et sont pas nécessairement vendeuses. Donc ça, c'est un enseignement qui est assez récurrent et qu'on voit un peu sur l'ensemble des marchés. Alors, sur ce point-là, on va voir un peu quel a été l'impact du Covid sur l'année 2020, à la fois en nombre de transactions, et puis on regardera sur les valorisations. Alors, effectivement, quand je vous fais cette présentation, je le fais toujours en nombre de transactions et pas en volume, parce qu'il suffit qu'il y ait une grosse transaction pour que ça perde tout son sens, alors que quand on parle de nombre de transactions, et ben c'est plus constant dans le temps et c'est plus représentatif du dynamisme et de la consolidation de différents secteurs. Si on regarde ce qui s'est passé en 2020, donc on a eu un très bon premier trimestre avec énormément de transactions et beaucoup plus que les années précédentes. Donc effectivement, il y avait 67% d'augmentation par rapport aux tendances historiques. Et ça a été jusqu'à mars. Effectivement, à partir du 15 mars, ça s'est ralenti très sérieusement. Et effectivement, on a eu un deuxième semestre qui a été en très fort décrochage par rapport à ce qui était constaté par le passé. Donc, effectivement, c'était le confinement dur et qui a beaucoup contribué à la fois retarder les opérations et à en annuler certaines. Donc à l'été, on est revenu sur des bases qui étaient tout à fait similaires au passé. Et effectivement, au quatrième trimestre, le nombre de transactions a explosé puisque c'est à plus 93% par rapport aux années précédentes. Et avec un volume d'activité qui a continué un fort dynamisme sur le premier trimestre 2021. Effectivement, la dynamique est importante. Ce qui est important, c'est de voir que non seulement il y a eu une augmentation sur le dernier trimestre, mais que jamais il y a eu autant de dossiers dans le domaine aéronautique et défense, à ma connaissance, qui existaient. Et par exemple, dans le secteur, on est habitué à être au courant d'une vingtaine de dossiers. À fin 2020, moi j'étais au courant de 35 dossiers sur la place de Paris dans le secteur aéronautique défense. Donc ça montre bien qu'il y avait un dynamisme, et ce qui veut aussi dire que l'année 2021 va rester a priori soutenue, et on a aujourd'hui des indicateurs qui semblent indiquer qu'on est sur un premier trimestre 2021 qui serait à peu près en ligne avec celui de 2020. Donc sur à peu près les mêmes dynamiques. Voilà. Donc l'impact du Covid, c'est que ça a quand même, sur des opérations de M&A qui généralement prennent entre 6 et 9 mois, il faut considérer qu'il y a eu, souvent sur l'année 2020, il y a eu 3 mois de retard. Ça n'a pas empêché les transactions de se faire, mais il y a eu un effet retard qui a été pris. Par exemple, il y a un dossier qui a été signé en janvier, sur lequel j'étais. On s'attendait à un closing, un échange des titres 2 à 3 mois plus tard, et finalement le closing, pour un certain nombre de raisons, notamment administratives et d'accord des différents gouvernements, a dû être différé et n'a pu intervenir qu'en septembre. Donc là, sur cette opération, il y a au moins 4 mois qui ont été perdus simplement du fait du Covid.
Deuxième élément, et on en a parlé, si l'aéronautique a été quand même très affectée, la défense a été considérée comme un peu un secteur refuge, avec des carnets de commandes qui sont restés bons et des résultats qui ont été faiblement impactés par l'impact de la Covid. Ce qui est vrai au niveau français doit être un peu relativisé au niveau international. Et c'est vrai que les opérations transnationales et internationales ont été rendues plus complexes. Et il y a un certain nombre d'opérations qui ont été différées, voire annulées pour quelques-unes auxquelles j'ai en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que rapidement, et notamment sur le quatrième trimestre 2020, c'est qu'il y a eu une adaptation de l'ensemble des acteurs à la situation et que les échanges se sont faits systématiquement par visio et qu'il y a eu même, par exemple, pour la question qui est la plus sensible, qui est les questions de visite de site, il y a eu un certain nombre d'innovations qui ont été faites avec des présentations vidéo ou même des drones sur certaines opérations. Donc effectivement, rapidement, l'écosystème s'est adapté à ce nouvel environnement et les délais qui au début étaient importants. Je vous ai parlé sur une opération qui devait se terminer en avril, qui a été reportée en septembre. La même opération, si elle avait été finalisée en juin, aurait perdu beaucoup moins de temps. Donc, parce que l'effet de surprise qui a gelé un certain nombre de choses sur le second trimestre 2020 a cessé au quatrième trimestre où l'ensemble des acteurs se sont adaptés. Sur les questions de valorisation, on y reviendra et Ambroise va vous en parler davantage. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même que le niveau de valorisation reste élevé. La défense est à des niveaux très élevés et l'aéronautique, compte tenu de la situation, résiste de manière importante. Et sur les perspectives de 2021, j'en parlais un tout petit peu. Là, je citais 6 transactions en janvier-février 2021, mais je le mettais entre crochets parce que depuis, il y en a 2 nouvelles qui sont intervenues. L'acquisition auprès de l'ISI par RAFO, qui signe sa 2e opération depuis le début de l'année. RAFO qui est contrôlé par un fonds d'investissement HLD. Et puis la seconde, c'est l'acquisition des activités de télémétrie télémétrie défense par Lumibird auprès de Saab, l'opérateur suédois. Donc effectivement, là, on va être à 9 à aujourd'hui, et donc il n'est pas impossible qu'on termine à 10 sur le trimestre. Donc effectivement, et deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de dossiers qui sont aujourd'hui qui circulent. Il faut quand même savoir que tous ces dossiers ne seront pas réalisés et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les dossiers qui se font sont quand même les dossiers qui sont les plus solides, avec un certain backlog et le maintien d'une certaine profitabilité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dossiers qui circulent, mais qui sont sur des entreprises qui connaissent des difficultés et qui ont du mal à trouver des acquéreurs. Sur le point suivant, je vais laisser la parole à Ambroise et qui va nous détailler un peu ce qui s'est passé sur le plan des valorisations au cours sur la période du Covid. Merci Cyril. Alors, tout simplement, on a essayé de voir l'évolution des cours des entreprises dans l'aérospace et défense sur les 12 derniers mois, avec voir l'évolution au bout de 6 mois et au bout d'1 an, histoire de voir à peu près comment ça a évolué par rapport au Covid au cours de cette année. Alors, voilà, on peut voir qu'il y a une certaine dichotomie entre l'aérospace et la défense. L'aérospace a réellement souffert, alors qu'au niveau de la défense, ça a plutôt bien réussi.
Sur l'aérospace, on est au bout de 6 mois à une perte à peu près de 35%, pour avoir au bout d'un an tout de même seulement moins 12%, donc il y a un certain rebond. Et puis ce rebond, il faut savoir qu'il vient de plus loin, tout simplement parce que au plus bas, l'aérospace était en moyenne à moins 55% de perte de sa valeur en bourse, donc ce qui est assez énorme sur une année. Il y a eu après exactement 2 creux sur comment dire sur l'année. Donc le premier était vers mars et mi-mars, le deuxième était fin octobre. Donc les deux les deux creux qui représentent plus ou moins les annonces de confinement. Le deuxième creux a été beaucoup moins dur, tout simplement parce qu'on était un peu moins dans l'inconnu et on avait un peu moins peur de cette pandémie. Et voilà. Et du coup, sur la défense, on est quand même au bout de 6 mois à seulement moins 5% en moyenne, même avec certaines entreprises telles que EK et Microwave Vision qui font des résultats positifs sur 6 mois. Donc c'est assez comment dire positif. Et comme le disait Cyril, c'est aussi dû à un carnet de commandes qui est bon et donc une certaine visibilité. Et puis aujourd'hui, voilà, on voit un très gros rebond, même qui est encore plus positif, avec un gain de 20% sur les valeurs boursières. Du coup, la défense se porte très bien, on va dire. Et ce qu'il y a à dire aussi sur l'aérospace, qui est un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de 12% sur son cours boursier en 12 mois. Mais il faut comprendre tout de même qu'il y a eu une perte qui ont été annoncées à peu près de un tiers de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020. Et du coup, aujourd'hui, se retrouver avec seulement moins 12% de cours en bourse, c'est assez positif. On voit que les personnes sont les investisseurs sont plutôt comment dire, voient plutôt du bon œil la suite dans le secteur de l'aérospace. Du coup, je pense que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si Cyril, tu as autre chose à rajouter. Oui, ben, l'idée, c'était de laisser pas mal de temps pour les questions. Et effectivement, il y a déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc, la première que je vois, on me pose la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? C'est une bonne question. Euh, à la lumière de ces éléments, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de se positionner à l'achat. J'ai pas mal de clients dans l'aéronautique qui souhaitent se diversifier dans la défense pour réduire un peu leur exposition au cycle aéronautique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'industriels de la défense qui considèrent que ils ont réussi à sortir de manière satisfaisante de la situation actuelle et que c'est peut-être pas nécessairement un mauvais moment pour renforcer la consolidation du secteur. Donc effectivement, c'est des questions qui se posent et aujourd'hui même il y a un certain nombre d'acteurs du private equity qui sont très très intéressés par le secteur. Et on l'a vu par exemple avec l'évolution, les prises de position importantes par HLD ou par AC Management. Moi, objectivement, je trouve que, effectivement, comme l'a expliqué Ambroise, aujourd'hui, le secteur est quand même à des plus hauts historiques. Je crois que il y a une slide qui peut montrer ça. Alors, c'est pas. Allez. Voilà, ça c'est tous les secteurs en France et ça montre le niveau des multiples moyens payés sur chacune des acquisitions. Et on voit bien que au premier trimestre 2021, on est à un quasi plus haut historique. Donc ça c'est l'index Argos sur les multiples d'EBITDA qui sont payés
par les différents acteurs, et on s'aperçoit qu'on est vraiment au plus haut et que les multiples payés sont à peu près 2 fois supérieurs à ceux qui étaient payés en 2010-2012. Donc, toute chose égale par ailleurs, c'est un marché où aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'impact de la crise sanitaire est totalement reflété dans les valorisations. Il y a beaucoup d'industriels parmi vous et vous savez que c'est compliqué de redresser les résultats, et quand il y a eu une chute, il va falloir quelques années pour revenir à la situation ex-ante. Donc sur ces valorisations, sur le niveau de valorisation actuel, il est clair que si on a le choix, évidemment, je trouve que on est plutôt dans une meilleure position quand on est dans une position de vendeur que dans une position d'acquéreur. Donc c'est un premier commentaire que je ferai. Deuxième élément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers, sur le marché. À l'inverse, il faut être quand même assez sélectif parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui connaissent d'énormes difficultés et qui auront quand même un certain nombre de difficultés pour pouvoir se redresser. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je considère que c'est plutôt un marché qui est favorable pour les vendeurs que pour les acquéreurs. Mais là encore, il y a différents cas de figure. Il faut regarder dans les sous-segments, il y a des opportunités qui existent. Mais il faut garder en tête que les transactions se font sur des multiples élevés. Juste pour reprendre une transaction qui est intervenue assez récemment avec un prix qui est connu, ProEngin, qui a été racheté sur des bases qui sont de près de 13 fois les BDA, donc sur des montants qui sont vraiment très élevés pour une société qui faisait un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un marché qui est avec une orientation qui est plutôt favorable aux vendeurs et un peu moins favorable aux acquéreurs. C'est mon sentiment, effectivement, et après, il peut y avoir des micro-marchés où chacun peut avoir ses avis, il peut y avoir des opportunités. Si je prends la deuxième question, n'hésitez pas à poser des questions. Effectivement, même si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on y répondra progressivement et chaque personne aura une réponse. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre la taille et la valorisation? Oui. Plus la société est grande, plus les multiples payés sont importants. Donc effectivement, on peut. Je crois que j'ai aussi une indication. Les petites sociétés ont toujours eu une décote parce qu'elles sont plus vulnérables, elles ont moins de sécurité, elles ont une base de clientèle qui est souvent plus étroite, et donc il peut y avoir attendez, je dois avoir en annexe aussi quelques slides qui illustrent ça. Alors. Oui, par exemple là, ça permet de voir en fonction de la taille des transactions. Alors c'est aux États-Unis et les multiples sont pas nécessairement comparables avec ceux français, mais qui permettent de voir les multiples qui sont payés en fonction de la taille de l'entreprise. Et on voit bien que sur les sociétés qui sont de taille le plus importante, c'est-à-dire entre 100 et 250 millions de dollars, sont valorisés 50% de plus que les opérations qui sont sur des sociétés de taille très limitée de 10 à 25 millions. Ça, c'est sur la défense, et je crois qu'on a la même chose sur l'électronique de défense. On voit qu'on a même un ratio qui est encore plus grand en fonction de la taille. Et effectivement, là, on a des très, très grosses sociétés qui sont supérieures à 1 milliard. Et il y a des primes qui sont payées sur les activités qui sont les plus importantes de l'ordre de plus de 50%. Et ça, effectivement, c'est un facteur qui favorise la consolidation parce que, effectivement, plus on a un acteur qui est
de taille importante, plus ces multiples sont importants. Et on le voit sur nos opérations en France. On s'aperçoit qu'il y a un vrai écart de valorisation entre les sociétés qui font moins de 3 millions d'EBITDA et qui n'intéressent pas les private equity parce que c'est pas rentable de regarder un dossier ou de monter un dossier quand les sociétés ont, toutes choses égales par ailleurs, plus ou moins 3 millions d'EBITDA. Et là, les valorisations sont tirées que par les industriels et par conséquent, il y a beaucoup moins de concurrence et on a des multiples qui généralement sont de l'ordre de 7, 8 fois les BDA, 9 fois dans les meilleurs cas. Et puis les opérations qui sont effectivement supérieures à 3 millions d'EBITDA où là, il y a potentiellement 4 ou 5 fonds qui sont en concurrence et en concurrence avec les industriels. Et donc c'est beaucoup plus concurrentiel et donc les valorisations s'en ressentent. Il peut y avoir jusqu'à 30% d'acquisition. Donc effectivement, les petites sociétés qui arrivent à faire des acquisitions de sociétés moyennes et dépasser ces seuils peuvent bénéficier d'un re-rating. Alors, je continue les questions. Est-ce que le début du remboursement des PGE peut faire varier le contexte sur les PGE, sur les PME? Alors ça, c'est effectivement une très bonne question. Moi, j'ai quand même le sentiment que les sociétés qui sont en difficulté prolongeront le PGE. Donc, effectivement, elles auront à payer un peu d'intérêt mais il n'y a pas de sociétés qui vont être obligées d'arrêter le PGE au bout d'un an et qui vont soudain se retrouver en difficulté financière. Le point, c'est que effectivement, le PGE a été une bouée de sauvetage et que c'est très compliqué désormais d'ajouter de l'endettement à cet endettement actuel. Donc, c'est-à-dire que ça sera compliqué si la crise perdure et s'il y a de nouvelles difficultés de l'entreprise à avoir recours à un endettement bancaire supplémentaire. Donc, il faudra forcément passer par des opérations en fonds propres ou par des cessions. Mais donc, effectivement, ça risque de fragiliser un peu l'écosystème et donc il y aura un peu plus d'opérations, surtout en anticipant les difficultés qui peuvent venir. Et effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui se positionnent, pas parce qu'ils ont des difficultés, mais parce qu'ils savent que si la crise se prolonge, ils seront en mauvaise situation pour aborder la crise. Donc, ils préfèrent céder en anticipation des difficultés à venir. Alors, avez-vous des indices de valorisation de multiples EBITDA en fonction de la taille des entreprises et de la techno? On en a parlé. Alors, sur la chaudronnerie, pas immédiatement, versus IA. Mais ça, c'est assez intuitif. Sur les transactions dans le secteur de l'IA, et si c'est du vrai IA, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se dénomment IA, alors que ça n'en est pas. Mais par exemple, si je prends par exemple l'opération Preligence qui est intervenue récemment en IA, on voit que les multiples sont des multiples du chiffre d'affaires et qui sont des multiples très supérieurs à 2. Donc en tout état de cause, c'est des multiples qui ne sont pas ceux de la chaudronnerie ou dans la chaudronnerie. Ça dépend à quel endroit on est du cycle. Mais là, on parle plutôt de 6, 7, 8 fois au mieux les BDA. Donc, on est vraiment sur des rapports d'activité qui n'ont absolument rien à voir. Si je regarde également les questions, est-ce qu'on pourra avoir le support de la présentation? Oui, évidemment. Alors, une autre question. Y a-t-il une mise à l'écart des acquéreurs étrangers en aérodéfense depuis Photonis?
ou un retrait naturel de ces acteurs? Quel est l'impact en termes de valorisation et approche concurrentielle pour les acteurs français? Bon, ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a une partie d'autocensure là-dessus. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de vendeurs qui, avant de s'adresser à des acteurs étrangers, se disent « Ouh là là, c'est un parcours d'obstacles, ça va être plus compliqué ». Donc, il peut y avoir une partie d'autocensure. Il peut y avoir aussi une partie d'autocensure des acteurs étrangers en disant « ça a quand même fait du bruit, il y a eu quand même un ensemble d'argent dépensé pour rien côté Teledyne. » Et ça a eu un impact sur les acquéreurs étrangers, c'est indéniable. Et il faut quand même savoir que les valorisations aux États-Unis sont en moyenne et historiquement, ça se constate depuis 10 ans, sont 2 à 3 points supérieurs aux États-Unis qu'en France. Donc il y a des multiples de l'ordre de 20, il y a des primes sur les échanges aux États-Unis de 20 à 30%. Donc tout le monde a intérêt à avoir des acquéreurs, notamment américains, et on le voit sur Photonis, le prix qu'était prêt à payer Teledyne est sans commune mesure avec le prix qui sera payé in fine par HLD. Et parce que les acteurs américains, compte tenu de leur valorisation actuelle et de leur niveau de multiples existants, peuvent payer des prix que beaucoup d'acquéreurs européens sont incapables de payer. Donc effectivement, sur cet élément-là, il y a une partie d'autocensure. Je pense que le gouvernement a voulu marquer un frein et donc dire en amont, prévenez-moi très en amont, comme ça évitera que je ne pense pas qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup de nouveaux veto de la part de l'État, mais ça fait que les acquéreurs et les vendeurs iront voir à la fois le ministère de l'économie et des finances et la DGA pour tester l'idée avant d'aller sur le marché. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, sur Carrefour, c'est vrai que ça va aussi, qui est un secteur beaucoup moins stratégique que la défense, c'est sûr que ça va avoir une influence sur l'impact des acquéreurs étrangers en France. Ça, c'est évident. Dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même énormément d'acteurs qui se sont positionnés, alors pas sur les très très gros dossiers, mais sur les dossiers de taille moyenne. Il y a eu quand même beaucoup d'investisseurs financiers qui étaient prêts à regarder le dossier et on le voit aujourd'hui sur les projets en cours. Il y a toujours 3 ou 4 fonds qui sont très motivés par les sessions. Donc, ça aura un impact sur les valorisations. C'est vrai que par exemple, une opération comme HGH, Infrared System, qui a été vendu à Carlyle sur des montants de prix qui étaient absolument hallucinants, aujourd'hui, je la vois mal se réitérer. Mais à la fois, ça permet d'égaliser les prix entre les prix que les industriels français peuvent payer et les prix que les fonds d'investissement français peuvent payer. Donc tout ça permet d'arriver à une normalisation. Mais effectivement, ça a un impact sur les prix. Je ne pense pas que ça ait un impact sur le nombre de transactions. Comment sont valorisées, nouvelle question, comment sont valorisées les subventions liées au plan de relance sur les exercices en cours? Alors, effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'aéronautique, qui vont bénéficier d'aides. La question, c'est comment est-ce que ça va être valorisé? Le cœur de la question, c'est est-ce que ces aides sont récurrentes? A priori, non, mais généralement, ces aides sont faites pour pouvoir développer un outil industriel qui va générer du chiffre d'affaires et des perspectives à l'avenir. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est un point positif. C'est un point positif d'avoir été retenu par l'État pour recevoir ces subventions. Et deuxièmement, c'est un point positif parce que c'est quand même de l'investissement qui favorise le futur. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces éléments sont pris en compte dans l'évaluation. Est-ce que c'est pris à 100% ou partiellement? C'est à voir. Mais c'est des éléments qui sont quand même des éléments positifs dans l'appréciation d'un dossier. Alors, je regarde encore. Bonjour, comment voyez-vous d'un point de vue M&A l'impact des nouvelles orientations technologiques aéro et son accélération, telle le durable, hydrogène et les nouveaux segments, Vitol, Urban
mobilité. Ça, c'est un point qui est intéressant aussi parce qu'il y a énormément de dossiers qui sont sur le marché ou même des opérations de financement qui sont intervenues récemment sur du moteur électrique, sur effectivement des développements hydrogène. Et aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène bénéficie de valorisation, pas nécessairement dans nos secteurs, mais qui sont extraordinairement élevées. À l'inverse, dans nos secteurs, c'est quand même des industries à cycle long. Et avant qu'il puisse y avoir un retour sur investissement de ces activités, ça va prendre énormément de temps et on connaît tous les cycles de l'aéronautique, on connaît aussi ce qui se passe dans la défense et la faible appétence de la DGA sur des produits de masse à basculer vers des nouvelles technologies. Et donc le temps qu'il faut pour arriver sur des nouveaux dossiers. Donc, toute chose égale par ailleurs, pour moi, ça reste aujourd'hui des dossiers de capital venture que des dossiers de capital investissement. Donc c'est des dossiers qui sont à très haut risque et sur lesquels il va y avoir quand même, à part des effets de mode, il va y avoir aussi des problèmes de financement à court terme. Et donc, il faudra qu'il y ait forcément un moment ou un autre pour moi sur des éléments qui ont comme ça des externalités positives, qu'il y ait des aides de l'État et par exemple que BPI France intervienne comme actionnaire relais parce que les besoins de financement vont être très importants et le retour sur investissement sera très tardif. Donc ça sera compliqué à trouver des financements entièrement privés et donc avoir un soutien du secteur public pour moi sera essentiel. Oui. Alors voilà, une nouvelle question qui arrive, c'est oui, quelle est la transaction que vous considérez la plus représentative de l'année 2020 ? La plus représentative de l'année 2020, je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est vrai que on pourrait parler effectivement de tout ce qui a concerné Bertin, puisque CNIM a eu des difficultés, alors des difficultés qui n'étaient pas nécessairement liées aux activités défense et qui marchaient plutôt bien. Et donc, les banques ont pris le contrôle et ont forcé la vente à la fois des activités de Bertin et des activités de CSI. Et donc, ça a été un peu un feuilleton sur l'ensemble de l'année 2020. Donc, on s'aperçoit que Rothschild, qui avait été mandaté pour vendre l'intégralité du périmètre défense, a eu du mal à trouver des acquéreurs sur la partie Bertin Technologies et sur la partie CSI. Et donc, sur ces deux éléments, ils ont dû faire marche arrière et même s'il y avait de l'intérêt de quelques fonds ou de quelques industriels sur la partie CSI, finalement, ces deux opérations n'ont pas abouti. Et effectivement, la seule qui est arrivée à ses fins, qui n'est pas encore closée à ma connaissance, et celle qui concerne Bertin IT et qui concernait un actif sur tout ce qui était veille technologie, tout ce qui était cybersécurité. Et c'est la seule qui est allée à son terme. Donc, c'est assez intéressant de voir, c'est que même sur un actif qui était quand même sur Bertin Technologies, qui est un actif de qualité, l'opération, pour un certain nombre de raisons, est pas allée à son terme. Et effectivement, les vendeurs ont jugé préférable de garder ça en portefeuille plutôt que de vendre dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes à un fonds d'investissement.
Et côté CSI, effectivement, là encore, les valorisations étaient trop faibles pour susciter un intérêt. Donc effectivement, sur cette opération, c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer que sur trois opérations qui étaient lancées in fine en 2020, il n'y en a qu'une qui est arrivée à son terme et qui était, qui n'est pas encore arrivée à son terme, mais qui a été annoncée et rendue publique, c'est celle sur Bertin IT. Je regarde si. Oui. Il y a une question sur les fonds en France. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de fonds en France qui ont une certaine réticence pour le secteur de la défense et qui, pour des raisons soi-disant de RSE, se désintéressent du secteur. Mais récemment, j'avais un client qui était à la fois dans l'oil and gas et dans la défense et qui avait un peu contacté tous les fonds de private equity et qui me disait les fonds qui refusent, 9 fois sur 10, c'est à cause de l'oil and gas et simplement 1 fois sur 10, c'est à cause de la défense. Donc, il y a pas tant de. Il faut pas considérer qu'il y ait une exclusion systématique sur les domaines de la défense ou de l'aéronautique, loin s'en faut. Peut-être on a le temps de prendre une dernière question. Oui. Pensez-vous que les futurs deals auront tendance à avoir des clauses d'earn-out? C'est vrai que c'est un moyen, comme on est dans un environnement très incertain, et c'est vrai que l'earn-out est un moyen de réduire le risque à la fois, principalement pour l'acquéreur, et avec l'avantage pour le vendeur, si jamais il y a un redressement significatif de l'économie, d'en bénéficier. À l'inverse, le problème de l'earn-out, qui est quand même un système qui a de nombreux avantages, c'est que ça réduit la capacité à intégrer les entités et à faire immerger les synergies de manière rapide. Donc effectivement, l'earn-out est différé sur 1 ou 2 ans, et donc on ne peut pas entreprendre les rapprochements industriels qui sont envisagés. Ça fige un peu la situation. Et ça, d'un point de vue industriel, c'est pas extraordinairement favorable. En sachant que quand on rachète une entreprise, par essence, on va créer de la turbulence, au moins pendant 9 mois, voire pendant 1 an, compte tenu de l'intégration après. Si on n'est pas en mesure de bénéficier de l'impact positif des synergies très tôt, le prix doit tenir compte de ces turbulences. Or, la contrepartie des turbulences, c'est de créer des synergies. Si on ne peut pas mettre en œuvre rapidement les synergies, on prend l'impact négatif d'un processus de cession sans en avoir les effets positifs. Donc, oui, tout incite à avoir davantage de clauses d'earn-out, mais il faut quand même que les acquéreurs soient vigilants à pas que l'earn-out soit sur des périodes trop longues. Voilà. Il est 10 heures, donc je pense qu'on arrive au terme de cette intervention. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cette séance et puis je vous communiquerai la présentation pour ceux qui le veulent. Merci beaucoup à tous, merci de votre présence et merci de votre écoute. Merci beaucoup à tous. Au revoir.